Salut les érudits noirs, ici c'est Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Science et Savants Noirs est une chaîne qui a pour but d'inciter à l'éveil scientifique du peuple noir et de rappeler au monde, et aux noirs en particulier, que le génie noir ne se limite pas qu'au sprint ou à taper dans une balle. Il aurait pu ajouter fortune et renommée à sa vie, mais ne se souciant ni de l'un ni de l'autre. Il a trouvé le bonheur et l'honneur en étant utile au monde. Tels sont les mots trouvés sur la pierre tombale de George Washington Carver, un scientifique inspirant qui a été autrefois surnommé par le magazine Time le Leonardo noir. Je ne suis pas fan de la comparaison, mais au moins vous en aurez saisi la pertinence. La comparaison tient du fait que Carver se considérait plus comme un artiste qui utilisait des éléments naturels qu'un véritable scientifique. C'est ainsi qu'en plaisantant, il se considérait parler de lui-même à son équipe de recherche. À une époque de forte tension raciale, alors qu'il faisait partie d'une communauté encore fortement marginalisée et discriminée, les talents et les réalisations de George Carver transcendaient toutes les barrières de couleur et étaient appréciés par toute la nation. Malgré tout cela, plusieurs se souviennent simplement de lui comme de l'homme aux cacahuètes. C'est son travail sur les arachides qui lui a apporté le plus de succès, même si, de son propre aveu, ce n'est pas sa plus grande réussite. Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait dans le but d'aider l'homme le plus bas. Aujourd'hui, nous examinons toute l'étendue de la carrière et l'héritage de George Washington Carver. George Washington Carver est né dans une petite ville appelée Diamond Grove, dans le comté de Newtown, dans le Missouri. Sa date de naissance est un mystère. Étant né durant l'esclavage, sa date de naissance précise n'a jamais été enregistrée. C'était certainement au milieu des années 1860, mais avant que l'esclavage ne soit aboli en janvier 1865. Plus tard, Carver dit lui-même que sa naissance se situe vers la fin de la guerre, donc en 1864, c'est l'année qui est considérée comme sa date de naissance. Dès le début de sa vie, Carver a connu une grande tragédie et nous ne parlons pas seulement de la misère évidente d'être né esclave. Ses parents étaient Mary et Charles et ils appartenaient à un immigrant allemand-américain nommé Moses Carver. Son père était mort avant sa naissance et quand George n'était qu'un bébé, sa mère et sa sœur aînée ont été kidnappées par des bushwhackers et amenées et vendues en Arkansas. Moses Carver a engagé un homme pour les récupérer, mais il n'a pu retrouver George qu'en échange d'un cheval. Par la suite, l'esclavage a peut-être été aboli, mais cela ne rendait pas George Carver moins orphelin. Heureusement pour lui, Moses Carver et sa femme Susan ont accueilli George et son frère aîné James et les ont élevés comme les leurs. George était un enfant frêle et il était souvent malade pendant son enfance. Il était donc faible, fragile pour travailler à la ferme avec Moses et James. Alors, il aidait Susan Carver à faire les travaux de cuisine et le jardinage. Pendant son temps libre, Susan lui apprenait à lire et à écrire. George, justement, a montré une très grande aptitude intellectuelle dès son plus jeune âge et ses gardiens adoptifs l'ont encouragé à poursuivre une éducation. Vers l'âge de 12 ans, George voulait s'inscrire à l'école, mais il ne pouvait pas le faire à Diamond Grove, car il n'y avait qu'une école publique qui n'acceptait bien sûr pas les Noirs. Au lieu de cela, il s'est rendu au siège du comté de Neosho, à environ 10 miles de là. Il a donc quitté les Carver et revenait parfois les week-ends. En dehors de cela, il continuait au fil des années à se déplacer d'un endroit à un autre, ça et là, pour pouvoir poursuivre ses études. C'est également à Neosho qu'il commença à s'estimer comme George de Carver, et le Washington qu'il ajouta plus tard à son nom fut en l'honneur de l'homme qui a joué un rôle on ne peut plus important dans sa vie. Vous en saurez plus tout à l'heure. George Carver a finalement réussi à obtenir un diplôme d'études secondaires après avoir obtenu son baccalauréat au lycée de Minneapolis, dans le Kansas. De là, George a voulu passer à l'université après avoir été rejeté par la plupart des institutions pour lesquelles il avait postulé. Carver a finalement été accepté sans être vu par le Highlands College du Kansas, mais il a également été rejeté une fois qu'ils ont découvert qu'il était noir. Se sentant un peu découragé, George abandonna son rêve d'aller à l'université pendant un certain temps et revendiqua une place à la ferme qu'il cultiva seul, tout en effectuant simultanément des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Il a fait cela pendant quelques années, mais à la fin des années 1880, Carver était prêt à passer à autre chose. Il réussit à obtenir un prêt d'une banque et quitta le Kansas pour se rendre dans l'Iowa.
Dans la ville de Wintrest, il rencontra et se lia d'amitié avec un couple blanc appelé les Milhollands, qui l'ont exhorté justement à poursuivre ses études supérieures. Bien que réticent au début, Carver a finalement cédé et s'est inscrit dans une petite école méthodiste à Indianola, dans l'Ohio appelée Simpson College. Le temps qu'il passa là-bas a eu un profond effet sur Carver, non seulement d'un point de vue de sa carrière par la suite, mais aussi d'un point de vue spirituel. Cela renforça considérablement sa foi chrétienne car il trouva finalement là un endroit qui acceptait tout le monde tel qu'il était, quelle que soit sa race, et cela lui fit croire qu'il était véritablement un être humain. Carver a étudié une multitude de sujets au Simpson College, mais s'est concentré de manière quelque peu inattendue sur l'art, en particulier la peinture. Cela a été une de ses passions depuis sa jeunesse, mais son professeur Etta Bird ne pensait pas qu'un homme à cette époque noire avait une chance de gagner sa vie décemment en tant que peintre. Lorsqu'elle a découvert que Carver s'intéressait également aux plantes, elle l'a encouragé à se tourner vers la botanique et à s'inscrire dans l'Iowa State Agricultural College à Ames où son père enseignait l'horticulture. En 1891, George Carver est devenu le premier homme noir accepté dans l'Iowa State University. Vivant maintenant pleinement son rêve, il a embrassé toutes les facettes de la vie sur le campus. Carver faisait partie du club de débat de l'équipe d'athlétisme. Il était également capitaine des régiments militaires du campus. On parle du même homme qui était frêle étant tout petit. Il écrit aussi de la poésie publiée dans le journal d'étudiants et deux de ses peintures furent même exposées à l'exposition universelle de Chicago en 1893. Mais bien sûr, c'est son travail agricole qui lui a valu le plus d'éloges. Après avoir présenté sa thèse en 1894 intitulée « Les plantes modifiées par l'homme », Carver obtint son diplôme et continua à publier pour sa maîtrise. Ses professeurs ont été tellement impressionnés par son travail qu'ils lui ont demandé de commencer à enseigner. Son programme de maîtrise a vu Carver travailler en tant qu'assistant botaniste pour la station expérimentale du collège, se concentrant sur la pathologie des plantes, qui est l'étude des maladies chez les plantes, et également la mycologie, qui est l'étude des champignons. Pendant ce temps, plusieurs articles sur ses travaux ont été publiés et ont commencé à le valoriser, le présentant comme l'un des plus grands jeunes scientifiques du pays. George Carver a pu terminer sa maîtrise en 1896. Sa formation terminée, Carver était prêt à se lancer dans une carrière permanente d'enseignant et de chercheur. Il avait pas mal d'offres, mais à la fin, il choisit une jeune institution à Tuskegee, dans l'Alabama, qui fut créée 15 ans auparavant. C'était le Tuskegee Institute, connu aujourd'hui sous le nom de Tuskegee University, le projet passionnel de l'éminent militant des droits civiques Booker T. Washington. Largement influent et respecté parmi les cercles d'élite de la société américaine, Booker T. Washington voulait créer une université qui pouvait offrir un enseignement supérieur aux Noirs sans la crainte d'être discriminé. Il a fondé le Tuskegee Institute en 1881 grâce aux dons d'industriels tels que Andrew Carnegie ou John D. Rockefeller. Vers le milieu des années 1890, Washington était entré dans la deuxième phase de sa vision pour son université et était en train de recruter des enseignants et des scientifiques noirs parmi les plus talentueux du pays. De toute évidence, Carver était sur sa liste et il partageait clairement la vision de Washington. En 1896, Carver a déménagé dans l'Alabama où il a accepté un poste au département de l'agriculture de l'Institut Tuskegee qu'il garderait pour le reste de sa vie. Vous pourriez vous attendre à ce que le couple Carver-Washington soit un match parfait, fait au paradis, mais les deux hommes se sont assez souvent affrontés. Ceux qui les ont connus témoignent qu'ils avaient des personnalités opposées. Washington est un pragmatique qui se fixait un objectif et essayait de l'accomplir le plus rapidement possible, tandis que Carver, quant à lui, était plutôt un rêveur qui aimait gaspiller le temps passé dans son laboratoire, que ce soit en peignant ou en soignant ses plantes. En tant que directeur de la station d'expérimentation agricole nouvellement créée, George Carver s'attendait à ce que son travail soit principalement axé sur la recherche, ce qui l'intéressait bien entendu. Cependant, Washington voulait également qu'il gère les fermes, donne des cours et siège à plusieurs comités et conseils.
C'était la bureaucratie et la paperasse que Carver détestait le plus. Il a menacé de démissionner à plusieurs reprises pendant le mandat de Booker T. Washington en tant que président du Tuskegee Institute. Ce dernier a toujours réussi à planir les choses, mais il a également refusé catégoriquement de céder à certaines des demandes de Carver, comme l'abandon de ses fonctions d'enseignant. Malgré leurs relations professionnelles contradictoires, les deux avaient un respect sain l'un pour l'autre et se sont toujours vantés de cela. Carver ajoutera même plus tard Washington à son nom en l'honneur du leader des droits civiques, d'où le nom de George Washington Carver. Outre ses rencontres avec les dirigeants de l'université, Carver n'était pas vraiment populaire auprès des autres membres du corps professoral. Lors de son arrivée, par exemple, beaucoup d'entre eux étaient outrés des privilèges que Washington offrait à George Carver. C'était encore là la genèse de l'université, justement, pendant qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent disponible pour tout le monde. Les autres membres du corps professoral devaient vivre à deux dans un dortoir s'ils n'étaient pas mariés et gagnaient en moyenne 400 $ par an. Carver, quant à lui, avait un salaire annuel de 1000 $ plus ses dépenses et avait 2 dortoirs pour lui tout seul. Malgré les divers obstacles administratifs que Carver a rencontrés pendant son séjour à Tuskegee, ceux-ci n'ont pas entravé son efficacité en tant que scientifique ou chercheur. Il a décidé que ses efforts seraient mieux concentrés à aider les agriculteurs d'Amérique, en particulier les États du Sud, car Carver savait que ceux vivant dans le Sud souffriraient atrocement dans les années et décennies qui suivraient en raison de leur dépendance excessive au coton. La pratique constituant à cultiver la même culture au même endroit année après année est appelée monoculture. C'est un problème parce qu'il épuise le sol des mêmes éléments nutritifs et ce en maintes reprises, ce qui conduit à l'érosion du sol qui, à son tour, se traduira par des rendements agricoles de plus en plus faibles. Le coton, par exemple, est une culture assez exigeante qui consomme beaucoup d'azote afin de pousser. Pour atténuer le problème de la monoculture, les agriculteurs pratiquaient parfois la rotation des cultures qui impliquait simplement d'alterner entre différentes cultures pour les saisons de croissance qui suivent afin que le sol ait le temps de reconstituer ses nutriments. George Carver était un très grand partisan de la rotation des cultures, mais ne l'a pas inventée. Elle était pratiquée depuis l'Antiquité, mais les agriculteurs du sud des États-Unis ne s'y intéressaient pas car ils considéraient le coton comme la seule culture rentable dans leur univers. Tout le reste n'aurait pas été aussi utile et par conséquent aurait rapporté moins d'argent. Au début, Carver a présenté d'autres idées telles que suggérer aux agriculteurs d'utiliser par exemple un engrais commercial à haute teneur en azote ou d'acheter un deuxième cheval et d'utiliser une charrue à 2 chevaux pour labourer le sol plus en profondeur. Ces suggestions étaient perçues comme hors sol venant de quelqu'un qui visiblement ne comprenait pas vraiment la situation dans le sud des États-Unis. Ce ne sont pas les agriculteurs qui ignoraient ces solutions ou qui ignoraient le problème causé par la monoculture, mais tout simplement cela résultait d'une application difficile car ceux-ci n'avaient pas d'argent pour y faire quoi que ce soit. Les agriculteurs que Carver visait à aider étaient tous pauvres car beaucoup d'entre eux étaient noirs. Suite à l'abolition de l'esclavage, les riches propriétaires terriens donnèrent des parcelles de terre aux agriculteurs noirs qui pouvaient travailler en échange d'une redevance fixe ou d'un pourcentage de la récolte accordée aux propriétaires terriens. Cependant, leur marge bénéficiaire était mince comme une lame de rasoir et même une seule mauvaise récolte pouvait suffire à les plonger dans une dette écrasante. Ils avaient très peu de droits fonciers sur un système qui leur était totalement hostile. C'était un système de quasi-esclavage. Par conséquent, étant donné que la terre n'a jamais été vraiment la leur, de toute façon, les agriculteurs n'étaient pratiquement pas incités à se soucier de la santé du sol ou encore à y dépenser de l'argent qu'ils avaient tant de mal à économiser pour améliorer le sol. Carver s'est très vite rendu compte de l'ampleur des problèmes qui affligeaient les paysans pauvres du Sud. Ses recherches se sont donc concentrées sur d'autres moyens afin d'améliorer leur travail et qui ne nécessiteraient pas d'investissement sérieux. À cet égard, presque toutes les idées sur lesquelles il avait travaillé à Tuskegee ont été publiées sous forme de bulletins. George Carver a publié 44 de ces bulletins entre 1898 et 1943,
soit 45 ans. Le premier, par exemple, était intitulé « Nourrir les cupules » et il encourageait simplement les agriculteurs à utiliser des cupules pour engraisser leur bétail comme une alternative moins chère au maïs qui, autrement, allait généralement aux déchets. Le bulletin le plus populaire de Carver était le numéro 31 de 1916 qui recherchait une réimpression multiple intitulée « Comment faire pousser l'arachide et 105 façons de la préparer pour la consommation humaine ». C'était une liste de recettes recueillies dans d'autres livres de cuisine, magazines, journaux et bulletins agricoles. Les efforts éducatifs de Carver ne consistaient pas uniquement en ces bulletins. Il estimait toujours que ces informations n'atteignaient pas toujours son public cible, principalement parce que beaucoup d'agriculteurs étaient analphabètes ou simplement parce qu'ils n'attendaient pas une aide réelle provenant d'une institution officielle. Carver a décidé qu'il avait besoin de moyens plus directs afin d'apporter une éducation à ces personnes et c'est ainsi que le chariot agricole Jessup est né. Fondé en 1906 par George Carver, il s'agit de la première étape du programme de sensibilisation de l'école mobile du Tuskegee Institute et a été nommé après le banquier américain new-yorkais Maurice Ketchup Jessup qui a fondé le programme. Ces chariots circulaient d'une ferme à l'autre avec du matériel et des tableaux d'instruction et donnaient des conférences aux agriculteurs sur la façon d'améliorer la qualité de leur sol et d'alterner le coton avec d'autres cultures. Il s'est avéré suffisamment efficace pour que le département de l'agriculture des États-Unis l'adopte pour son propre programme de sensibilisation. Afin de convaincre les agriculteurs de remplacer volontairement leur coton par d'autres cultures, Carver devait leur montrer qu'il leur était possible de gagner leur vie en cultivant d'autres produits. Il s'est donc lancé dans une nouvelle mission qui était de rechercher et de développer de nouvelles applications pour les cultures qu'il estimait avoir été négligées. Bien sûr, nous connaissons la plus célèbre de tous, l'arachide. Dans l'esprit de plusieurs personnes, les 300 utilisations de l'arachide proposées par George Carver, la principale revendication glorieuse de ce dernier. L'une des principales raisons pour lesquelles les scientifiques agricoles se sont concentrés sur cette légumineuse, notamment Carver, était que l'arachide était assez indiqué pour réparer les dommages causés au sol par le coton. Non seulement il avait de maigres besoins en azote, mais il pouvait aussi germer et croître avec une consommation d'eau relativement faible. Comme nous l'avons déjà mentionné, 105 de ces 300 utilisations étaient des recettes alimentaires qu'il a présentées dans son bulletin le plus populaire. Il comprenait de la farine, de la sauce chili, du café sec, du café instantané, de la sauce chop suey, de la mayonnaise, du pain de viande, de la salade, du faux poulet, de la fausse oie, du vinaigre, du caramel, du fromage, du piment, des gaufrettes aux arachides et bien d'autres. Carver a également montré que la légumineuse pouvait être utilisée pour fabriquer divers types d'aliments pour le bétail ainsi que des dizaines de boissons différentes. Il l'a utilisé également pour des médicaments tels que les huiles à friction, les toniques, les laxatifs et de nombreux produits cosmétiques tels que les shampoings, les lotions pour les mains et le visage, les crèmes à raser, le savon, la pommade et des produits antipelliculaires. L'arachide était également utile dans la maison. Carver l'a transformé en savon à lessive, en teinture pour cuir, peinture, teinture pour bois, insecticides, divers types de papier, vernis à métaux, carburant diesel et essence, caoutchouc, encre, linoléum, huile lubrifiante et panneaux isolants. Comme vous pouvez le voir, l'arachide était une culture polyvalente et pratique, mais presque aucune de ces idées n'a vraiment décollé. Après tout, Carver n'a pas prétendu les avoir toutes inventées lui-même ni soutenu qu'elles étaient supérieures à leurs alternatives utilisées sur le marché. Ce n'était pas le but. L'objectif de Carver était de montrer aux agriculteurs du Sud et au pays dans son ensemble qu'il était possible de développer d'autres cultures commerciales en dehors du coton. Les historiens pointent du doigt un événement obscur de la vie de Carver quand il a donné un témoignage passionné devant le Congrès. C'est le moment qui a connecté le scientifique de la légumineuse à l'esprit du grand public. Mais ensuite, l'événement lui-même a été oublié de sorte que de nos jours, les gens se souviennent que des conséquences de l'histoire, mais pas de ses origines. En 1921, le gouvernement américain voulait imposer un tarif sur les arachides importés, a témoigné Carver devant le comité des voies et moyens de la Chambre des États-Unis et a prononcé un discours éblouissant pour soutenir le tarif afin justement de soutenir la croissance nationale des arachides. Le tarif a été adopté et par la suite, Carver est devenu
une sensation médiatique. Une autre chose à préciser à propos de la carrière de George Washington Carver est qu'il n'a pas inventé le beurre de cacahuète comme plusieurs le pensent. C'est peut-être une croyance courante, mais elle est incorrecte car le beurre d'arachide existait déjà au moment où il a commencé à publier ses bulletins. En fait, les plus anciennes références de ce beurre de cacahuète remontent à la collation salée provenant des Aztèques et des Incas qui fabriquaient une pâte à partir d'arachide grillé moulu. Le premier à fabriquer du beurre d'arachide moderne a été le chimiste canadien Marcellus Gilmer Edson qui a breveté le bonbon d'arachide comme il l'appelait en 1884. Le processus a été ensuite affiné par John Harvey Kellogg de la renommée céréalière Kellogg et en 1903, le docteur Ambrose Straub a inventé une machine spécialement conçue pour faire du beurre d'arachide. Selon Carver lui-même, ses recherches sur les arachides n'étaient pas le plus grand travail de sa carrière, même s'il n'a jamais activement découragé quiconque à faire l'association entre lui et la légumineuse. C'est pourquoi il est encore si étroitement associé à l'arachide aujourd'hui. Cette renommée dont il jouissait dans les dernières décennies de sa vie, après son témoignage devant le Congrès, ne le gênait guère. Il croyait pouvoir l'utiliser pour faire avancer ses causes, promouvoir l'Institut Tuskegee et encourager une plus grande intégration raciale. Les recherches de Carver sur l'agriculture durable ont fini par sauver d'innombrables agriculteurs de la ruine lorsque le charançon de cotonnier, encore appelé ver de la capsule du cotonnier, a ravagé ces cultures du coton au début du XXe siècle, dans le sud notamment. Ce ravageur est venu du Mexique vers 1892 et s'est transformé en quelques décennies en une menace majeure, non seulement pour toutes les cultures du coton du pays, mais aussi pour l'économie qui en dépendait entièrement. Et c'est là le plus grand génie de Carver. Cette vague du mal, comme elle a été surnommée par l'USDA, n'a pas réussi à détruire la situation financière du Sud grâce à George Carver et à d'autres comme lui qui ont plaidé pour la diversification des cultures. La plantation d'arachide est passée de 500 000 acres en 1916 à plus de 4 millions d'acres en 1918 et a continué à croître à partir de là. La Cité du business en Alabama, même au monument dédié aux chansons du cotonnier, la première structure de ce type au monde conçue pour honorer un ravageur agricole. Ils ont surnommé l'insecte un héros AUT de prospérité et ont été reconnaissants que ce dernier a forcé les habitants à passer à la culture des arachides au lieu du coton, ce qui a déclenché une période d'abondance dans la ville. Et ce n'était pas seulement des arachides, il a été un visionnaire également en essayant d'empêcher la monoculture et en changeant simplement une culture par une autre. George Carver était également un très grand partisan de la patate douce. Il a vu de nombreuses similitudes avec l'arachide au vu des bienfaits qu'ils apportaient justement aux producteurs de coton et de la facilité de la culture de la patate douce. Bien que Carver n'ait pas été aussi imaginatif avec la patate douce, tout comme avec l'arachide, il a également tout de même trouvé une centaine d'utilisations pour le légume racine. Certains soutiennent que le véritable héritage de George Carver était celui d'un pionnier environnementaliste. Il ne fait aucun doute que les idées qu'il a promues sur la durabilité et l'autosuffisance ont eu un impact sur le monde qui l'entoure, peut-être plus important sinon plus connu que son travail avec les arachides. Dans ces dernières décennies, George Carver était conseiller agricole de 3 présidents américains. Il a conseillé Mahatma Gandhi sur des questions de nutrition et d'agriculture. Il a appris à Henry Ford notamment comment fabriquer du caoutchouc d'arachide pendant la Seconde Guerre mondiale. Il serait peut-être un peu difficile de déterminer de quoi il faut se souvenir exactement concernant George Washington Carver, mais quand il parlait, les gens écoutaient. Il est décédé le 5 janvier 1943 à l'âge d'environ 79 ans. Par la suite, il a été question d'établir un monument national en son honneur, mais en raison de la Seconde Guerre mondiale, toute dépense non essentielle a été interdite par décret présidentiel. Cependant, un sénateur de son État d'origine, Missouri, a parrainé un projet de loi visant à faire une exception afin de rendre un honneur à l'un des plus grands savants américains. Le sénateur était le futur président Harry Truman et son projet de loi a été adopté à l'unanimité dans les 2 chambres. J'espère donc vraiment que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. Si la vidéo ne t'a pas édifié, une rimbambelle d'autres vidéos sur la chaîne et l'une d'entre elles t'apprendra certainement quelque chose.
Sur ce, je te souhaite beaucoup de réduction et sois légendaire. Ciao!